Histoire ennuyeuse pour s'endormir, l'étrange affaire des secrets commerciaux de la porcelaine chinoise. Salut à tous, ce soir, nous voyageons dans une époque où les empereurs accumulaient les secrets comme les dragons leur or et où votre tasse de thé préférée pouvait valoir plus qu'une maison. Vous entrez dans le monde lumineux de la porcelaine chinoise ancienne, pas celle des boutiques de souvenirs, mais celle si fine qu'elle teintait comme du cristal et brillait à la lumière d'une bougie. Dans vos mains, un bol si parfait qu'on disait qu'il chantait lorsqu'on le frappait. Et en dessous de tout cela, de la terre. Juste de l'argile, de l'eau et du feu, et pourtant d'une certaine façon de l'alchimie. Bien sûr, vous ne survivrez probablement pas à tout ça. Pas à l'histoire, mais à l'absurdité avec laquelle les gens prenaient la poterie au sérieux. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous aimez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi d'où vous regardez ce soir. Notez votre ville et l'heure locale dans les commentaires. J'adore voir notre petite équipe du sommeil venant des quatre coins du monde. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux fond sonore et plongeons ensemble dans le voyage de ce soir. Vous vous tenez sous un toit de pagode carrelé à Jingdezhen dans le sud de la Chine et l'air sent la vapeur et la cendre. Ce village endormi n'est pas un simple bourg, c'est le cœur battant de l'empire de la porcelaine. Chaque pas écrase de l'émail brisé et les fours y brillent si fort qu'ils créent leur propre aube avant le lever du soleil. Vous pouvez presque entendre le tintement de 1000 bols en train de refroidir. C'est le petit miracle silencieux de la dynastie Song et votre guide, un adolescent pieds nus transportant des seaux de barbotine. La porcelaine connue en Chine sous le nom de Si n'était pas juste un artisanat, c'était du prestige, c'était du pouvoir. Et surtout, c'était confidentiel. Les fours impériaux fonctionnaient sous une surveillance stricte. Les recettes du corps blanc translucide parfait gardées comme des codes nucléaires. Les artisans naissaient dans le métier, y vivaient et souvent mouraient avec leurs secrets scellés derrière leurs dents. Ce n'était pas juste de jolis plats pour les invités. C'était de la propagande qu'on pouvait servir à table. Tout avait commencé simplement argile, kaolin, feldspath et four à haute température atteignant 1300 degrés Celsius. Mais comme pour toutes les bonnes recettes anciennes, la magie ne résidait pas seulement dans les ingrédients, elle était dans la manière obsessionnelle dont ils étaient manipulés. La boue devenait soie, la terre devenait chanson, les émaux brillaient comme du jade, le céladon coulait doux et vert comme la mousse au printemps. Même le son comptait. Une tasse parfaite de porcelaine produisait une note haute et claire, si elle faisait un bruit sourd, retour au broyeur paysan. La supervision impériale était obsessionnelle. Les empereurs Ming, surtout le tristement célèbre Yongle, faisaient examiner chaque bol pour y déceler des défauts microscopiques. Une seule bulle d'air, cassez-le. Le four n'est pas assez chaud de 3 degrés, recommencez. Souvenez-vous, ce n'étaient pas des assiettes, c'était de la diplomatie. Un vase bien cuit était un pot de vin, une offrande de paix, une déclaration de pouvoir à l'état minéral. Et pourtant, malgré la perfection des produits de fini, le processus était profondément chaotique. Les fours eux-mêmes se fissuraient et s'effondrèrent tout souvent. Les feux de bois devaient être constamment alimentés et les forêts locales s'épuisaient pour alimenter les commandes impériales. On pourrait croire qu'il y avait de l'épuisement. Il y en avait, beaucoup. Certains ouvriers se brûlèrent les mains de manière permanente. D'autres devenaient aveugles à force de plisser les yeux à travers les lucarnes des fours. Mais personne ne quittait le village. Partir signifiait risquer la colère de l'empereur et la punition pour avoir divulgué des secrets commerciaux. Disons simplement que la retraite anticipée n'était pas une option. Et voici la meilleure partie. Les historiens débattent encore pour savoir si la formule était réellement un secret ou si elle était simplement trop complexe pour que les étrangers puissent la reconstituer sans passer leur vie entière dans les tranchées des fours. En 1421, on ne pouvait pas exactement chercher comment faire de la porcelaine sur Google. Les essais et erreurs prenaient des décennies et les Chinois n'étaient pas prêts à aider. En fait, ils ont redoublé de prudence. Des familles entières d'artisans ont été déplacées à Jingdezhen juste pour garder l'industrie isolée. Les ports fluviaux de la région étaient surveillés et les exportations, lorsqu'elles avaient de lieu, étaient toujours des produits de fini, jamais des matières premières. Aucun étranger n'obtenait de passe en coulisses. Marco Polo visita la Chine au XIIIe siècle et s'émerveilla de la porcelaine comme si c'était de la pierre de lune tombée du ciel. Mais il ne pouvait pas expliquer comment elle était fabriquée. Il avait à peine retenu le mot kaolin. Et pour ajouter un peu de piquant, il y avait des rumeurs folles que les meilleurs émaux utilisaient de la poudre de perle ou du sang de porc, ou que la cuisson sous certaines phases lunaires donnait de meilleurs résultats. Une théorie marginale affirmait que certaines teintes rares de bleu étaient amplifiées par des fours infusés d'os de bœuf. Les historiens haussent un sourcil à cela, mais bon, des choses de plus folles ont été faites au nom de l'artisanat.
Bien sûr, tous les gardiens de la porcelaine n'étaient pas de vieux sages nobles en longues robes. Parfois, c'étaient des fonctionnaires locaux corrompus empochant des rebuts. Parfois, des contrebandiers s'infiltraient comme apprentis potiers envoyant des messages codés sur les techniques de cuisson dissimulées dans les motifs décoratifs. Et parfois, juste parfois, le vrai danger venait de l'intérieur. Vous avez déjà entendu parler de la théière en jade qui a explosé, moi non plus. Mais ce serait cool, non ? Du côté de l'empereur, la porcelaine faisait partie d'un échiquier plus vaste. Les systèmes de tribus signifiaient que les royaumes voisins recevaient de la porcelaine dans le cadre d'échanges diplomatiques. Corée, Japon, Perse, chacun recevait juste assez pour admirer, pas assez pour imiter. C'était du contrôle par l'élégance, du pouvoir doux servi dans une assiette. Mais voici un détail que la plupart des musées passent sous silence. Parfois, la porcelaine de qualité impériale n'était pas vraiment la meilleure. Les fours officiels produisaient ce qui était à la mode poly-uniforme. Mais les artisans marginaux, ceux en dehors du système, étaient ceux qui expérimentaient. Vous trouviez des formes sauvages, des émaux capricieux, des techniques presque rebelles dans ces pièces marginales. Certains collectionneurs les valorisent même davantage aujourd'hui. Donc oui, même dans la Chine ancienne, les plus créatifs ne travaillaient pas toujours pour le pouvoir. Quand la dynastie Ming atteignit son apogée, la machine à porcelaine était inarrêtable. Les commandes impériales atteignaient des centaines de milliers de pièces par an. Des artisans s'effondraient de fatigue, des bateaux surchargés de porcelaine coulaient lors de tempêtes. Une légende raconte qu'un navire rempli de porcelaine destiné au sultan du Bengale fut maudit parce qu'un peintre avait mal orthographié un poème sur un plat. Le navire coula. La malédiction, peut-être. L'orthographe définitivement ratée. Vous marchez maintenant dans le marché. Les vendeurs crient aux les prix de bols gravés de dragons, de poissons, de nuages et de fleurs de cerisier. Chaque dessin raconte une histoire, chaque émail est une empreinte temporelle. Dans une ruelle, un gamin tente de vendre une tasse impériale authentique pour quelques pièces de cuivre. C'est probablement un faux. Mais même les faux ont une histoire. Et tandis que vous laissez glisser vos doigts sur le bord d'un bol peu profond, lisse comme de l'eau calme, vous réalisez une chose, ce n'est pas juste de la poterie, c'est de la mémoire. C'est un monopole, c'est de la boue transformée en mythe. Vous clignez des yeux et des siècles passent. Toujours en Chine, mais l'air est différent maintenant, plus vif, plus tendu, chargé d'un bourdonnement discret, de manigance. Vous êtes sur un quai de la ville portuaire de Quanzhou, regardant des caisses marquées de sceaux impériaux disparaître dans la cale de navires étrangers. La porcelaine lisse, parfaite, précieuse s'échappe par-delà les mers. Et tout le monde n'est pas ravi. Voyez-vous, la porcelaine n'était pas seulement une exportation, c'était une monnaie d'influence. Mais avec l'influence vient l'avidité, et l'avidité attire les tracas. Bienvenue dans la face cachée de l'empire céramique, là où les secrets sont volés, les contrefaçons prospèrent et les moines mènent une double vie d'espions industriels. Vous pensiez que la poterie était paisible? Détrompez-vous. Commençons par un homme qui a peut-être existé ou non, le légendaire moine Yi Tuo. D'après la légende, il aurait parcouru pieds nus le chemin de Jingdezhen à la cour vietnamienne ne portant que des perles de prière et l'intégralité de la recette de la porcelaine enfermée dans son esprit. Selon les versions, il l'aurait fait pour la paix, pour l'argent ou par vengeance envers un superviseur jaloux qui avait qualifié ses vases de un peu épais. Quoi qu'il en soit, quelques années plus tard, la poterie vietnamienne est devenue étrangement excellente. Les historiens débattent encore pour savoir si Yi Tuo était réel un pseudonyme pour un groupe d'artisans en fuite ou une simple fable inventée pour expliquer un saut technologique. Mais on ne peut nier qu'il s'est passé quelque chose. Au XVe siècle, des ateliers de porcelaine d'imitation ont commencé à apparaître dans toute l'Asie du Sud-Est. Pas tout à fait au niveau de Jingdezhen, mais suffisamment proche pour tromper parfois des marchands persans, surtout après quelques verres de vin de riz. Et puis il y avait les réseaux de contrebande. Imaginez, vous êtes un ouvrier de bas niveau dans un four. Vous savez que vous ne deviendrez jamais riche en fabriquant des bols pour l'empereur, mais vous savez aussi qu'un seul vase, parfaitement emballé, pourrait nourrir tout votre village pendant un an s'il atterrit dans le bon marché noir de Java. Alors vous en sortez un, juste un, puis un autre. Bientôt vous échangez des astuces d'émaillage dans des lettres codées avec un marchand portugais déguisé en missionnaire. La porcelaine était devenue de la contrebande. Les autorités ont tenté de sévir. La dynastie Ming imposa un strict contrôle sur les villes portuaires. Les inspections de navires devinrent brutales, les artisans furent surveillés, le commerce limité. Mais les gens s'adaptent, des contrebandiers ingénieux cachèrent des bols dans des sacs de riz. Des contrefaçons peintes étaient vendues comme des rejets authentiques de l'exportation. Une petite boutique près de Guangzhou était réputée pour fabriquer de faux sceaux impériaux avec du bambou gravé. On pense qu'un ambassadeur néerlandais est rentré chez lui avec 5 pièces officielles du palais, toutes fabriquées par un potier borgne qui faisait aussi le magicien de rue.
Et bien sûr, les jésuites s'en sont mêlés. Ils étaient partout au XVIe siècle, apprenant les langues, cartographiant les étoiles et ouvrant discrètement les secrets commerciaux comme des huîtres. Le père Matteo Ricci, l'un des missionnaires jésuites les plus influents en Chine, était célèbre pour son respect de la culture chinoise, mais aussi profondément fasciné par la porcelaine. Ses lettres adressées à l'Europe décrivaient sa divine translucidité avec une révérence habituellement réservée aux reliques. Il n'a pas personnellement fait de contrebande de bol, mais bon nombre de ses contacts européens si. Un frère particulièrement poétique a écrit un jour « Même le ciel n'est pas aussi lisse que cette assiette ». Cette assiette se trouve aujourd'hui dans un musée florentin, probablement. Faisons une pause pour reparler des fours, car ils étaient bien plus que de simples fours. C'étaient des cathédrales de chaleur, des chambres de transformation. À l'intérieur, le feu n'était pas aléatoire, il était chorégraphié. Les ouvriers alimentaient les flammes par roulement, utilisant du bois de pin ou du bambou selon les mailles souhaitées. Une erreur, trop d'oxygène, pas assez de chaleur, et vous obteniez des bols à soupe au lieu d'œuvres d'art. Les pièces les plus précieuses venaient souvent d'accidents. Un type d'émail rare, appelé yaobian ou émail de transmutation, n'apparaissait que lorsqu'un minéral spécifique réagissait à des températures inégales. Cela créait des traînées imprévisibles de pourpre bleu et cramoisi, totalement involontaires, totalement irréplicables. Évidemment, les collectionneurs en raffolaient, mais les accidents ne pouvaient être reproduits à grande échelle. Et l'échelle était cruciale. La demande explosait. La Perse voulait des dragons bleus et blancs. L'Empire ottoman préférait les pivoines et les palmettes. L'Espagne aimait les accents dorés. Tout le monde voulait un morceau du secret et personne ne voulait attendre. Alors l'espionnage évolua. Certaines des tactiques d'espionnage les plus ingénieuses ne venaient pas de pirates ou de moines mais de marchands. Quelques-uns embauchaient des artisans locaux comme consultants, leur offrant un passage sûr vers les villes côtières en échange d'informations très spécifiques. D'autres rapportaient des échantillons dans leur pays tentant de reconstituer l'argile et l'émail. La plupart échouèrent. Un commerçant portugais, Dom Sebastião da Rocha, passa 11 ans à collectionner des fragments de porcelaine brisée à travers toute l'Asie orientale, comparant texture, teinte et son. Il ne réussit jamais à percer la recette, mais créa le tout premier album de porcelaine connu au monde. Pas utile, mais admirablement déroutant pour tout douanier. En Chine, le gouvernement s'adapta. Au lieu de refuser complètement l'accès aux étrangers, il commença à proposer une porcelaine d'exportation limitée. Elle restait de haute qualité, mais volontairement inférieure à la ligne impériale. Les couleurs étaient moins vives. Les émaux moins réguliers. Les motifs étaient, disons-le, un peu dérivés. Imaginez des dragons ressemblant à des écureuils surpris. C'était stratégique. Les étrangers obtenaient leur porcelaine. Les secrets restaient en sécurité. Gagnant-gagnant, jusqu'à ce que, bien sûr, quelqu'un décide que suffisamment bon ne l'était pas assez. Ce quelqu'un, c'était Auguste le fort souverain de Saxe et peut-être l'humain le plus obsédé par la porcelaine au monde. Il apparaîtra plus tard dans l'obsession fissurée de l'Europe, mais spoiler, il kidnappe quelqu'un. C'est à ce point que ça devient intense. Mais avant de quitter l'Asie, prenez un instant pour mesurer les enjeux. Il ne s'agissait pas simplement de vaisselle. La porcelaine représentait le contrôle, le statut, l'art, et peut-être de manière plus dangereuse, l'imitation. Si quelqu'un d'autre pouvait faire ce que la Chine avait perfectionné, alors quoi ? Les empereurs le savaient, c'est pourquoi ils brûlaient les anciens fours effacés dans les registres d'émail et parfois, si l'on en croit les rumeurs, réduisaient au silence un potier un peu trop bavard. Un parchemin oublié affirme même qu'un maître de four à la retraite fut enterré avec la dernière copie connue des 5 secrets du feu. Probablement un conte romantique, ou peut-être une vérité poétique émaillée de métaphores. Vous errez maintenant dans les vestiges d'un de ces anciens fours. Le sol est fissuré, la cendre est froide. Mais les murs murmurent encore à propos de secrets et de fumée, du moine qui aurait trahi sa famille de céramistes, du faux bol impérial vendu à un duc espagnol contre tout un vignoble, du magicien borgne et du dragon écureuil. Et alors que vous vous appuyez contre les briques noircies de suie, quelque chose attire votre regard, juste un éclat à moitié enfoui. Vous vous agenouillez, écartez la cendre, c'est un fragment. Bleu pâle, il chante encore. Vous n'êtes plus en Chine. L'air sent la cire fondue et la pierre froide. Vous êtes assis, recroquevillé sous une voûte dans l'atelier d'un alchimiste Leipzig-Saxe, début des années 1700. Les murs sont tapissés de fioles de parchemin et bien sûr d'un unique et solitaire bol chinois. Il luit faiblement dans la pénombre, un phare, un tourment. L'homme en face de vous, Johann Friedrich Böttger. Il est censé être un alchimiste. Il est censé fabriquer de l'or. Mais, à la place, il va fabriquer de la porcelaine. Revenons en arrière. L'Europe est tombée follement amoureuse de la porcelaine chinoise. Ça commence doucement de minuscules services hâtés dans les cours françaises des vases, échangés sur les routes des épices des assiettes, enfermés dans des armoires comme des reliques sacrées.
Les nobles se battent nus pour elles, les rois les offrent, les dames s'évanouissent devant le tintement translucide d'une soucoupe frappée du bout d'une cuillère. Posséder de la porcelaine signifie que vous êtes cultivé, que vous êtes riche, que vous êtes incroyablement dépendant du commerce étranger. Et ce dernier point, pas l'idéal, surtout pour la Saxe. À présent, Auguste le Fort électeur de Saxe et l'un des souverains les plus délicieusement dérangés de l'histoire avait un sérieux problème de porcelaine. À savoir, il n'en avait pas assez. Il voulait une pièce entièrement faite de porcelaine. Pas du papier peint, pas du carrelage, une pièce de porcelaine. Alors, il fit ce que tout monarque obsédé par la porcelaine ferait raisonnablement. Il enferma un homme dans une tour. Cet homme, encore une fois, c'était Böttger, un jeune chimiste qui s'était vanté très imprudemment de pouvoir fabriquer de l'or. Auguste n'avait pas besoin d'or, il en avait assez, ce qu'il n'avait pas. Une manière de ne plus dépendre de la Chine pour ses jolis petits bols arrogants. Alors il donna une nouvelle mission à Böttger, oublie l'or, fabrique de la porcelaine. Aucune pression, Böttger passa des années à essayer. Il fit bouillir des os, il broya des pierres, il fit cuire de l'argile jusqu'à ce qu'elle pleure. La tour dans laquelle il travaillait était techniquement un laboratoire, mais inutile de faire semblant. C'était aussi une prison très polie. Des gardes surveillaient les portes. Les fournitures étaient rationnées. Et toutes les quelques semaines, un coursier livrait une nouvelle tasse à thé chinoise parfaite, juste pour lui rappeler à quoi ressemblait le succès. Mais voici le rebondissement, il n'était pas seul. Le vrai héros de cette histoire pourrait bien être Ehrenfried Walter von Tschirnaus, un mathématicien, physicien et gentilhomme pyromane. Tschirnaus expérimentait depuis des années avec des fours à haute température et des argiles locales bien avant que Böttger ne touche une théière. Ensemble, ils testèrent des centaines d'échantillons à la recherche de la combinaison parfaite de kaoline et de feldspath, des matériaux que l'Europe comprenait à peine, et encore moins savait s'approvisionner de manière fiable. Les historiens débattent encore pour savoir si le mérite revient à Tschirnaus ou à Böttger. La plupart s'accordent à dire que Tschirnaus était le cerveau et Böttger les mains. Mais lorsque Tschirnaus mourut mystérieusement en 1708, peut-être d'un coup de chaleur, peut-être d'un empoisonnement au mercure, peut-être d'épuisement, ou les trois, le projet retomba entièrement sur les épaules de Böttger, juste à temps pour qu'il puisse en revendiquer la gloire. En 1709, un événement stupéfiant se produisit. L'Europe fabriqua de la porcelaine. Ce n'était pas parfait. L'émail avait besoin d'être amélioré. La couleur manquait d'uniformité, mais elle était dure, elle était blanche, elle teintait. Et surtout, elle n'était pas chinoise. La première manufacture ouvrit à Meissen. La formule de Böttger fut enfermée dans un coffre-fort. Les ouvriers jurèrent fidélité. Les visiteurs étaient fouillés. C'était Jingdegen, tout recommencé mais en plus froid, avec plus de perruques poudrées. Auguste le Fort était ravi. Il obtint enfin sa pièce en porcelaine. Elle était hideuse, mais glorieuse. Pendant ce temps, à travers l'Europe, la fièvre de l'imitation se répandit. Les manufactures surgirent comme des champignons après la pluie. La France avait Sèvres, l'Angleterre avait Wedgwood, l'Italie avait Capodimonte. Chacune ajoutait sa touche personnelle. Certaines ajoutèrent des motifs floraux, d'autres des bords dorés. Un atelier néerlandais particulièrement enthousiaste peignit des scènes bibliques entières sur des assiettes à dîner parfait si vous vouliez regarder l'arche de Noé couler en mangeant votre soupe. Bien sûr, tout ne fut pas sans accroc. Les Britanniques, par exemple, ne trouvaient pas assez de kaoline, alors ils trichèrent. Ainsi naquit la porcelaine tendre, une cousine crayeuse de la véritable porcelaine. Elle avait l'air convenable, mais s'ébréchait comme une dent d'enfant. Malgré tout, elle se vendait. Tout ce qui ressemblait vaguement à de la porcelaine partait comme des petits pains. Même les contrefaçons des contrefaçons trouvaient preneur. Un marché noir de tasses, presque authentique de Mécène, prospérait dans les ruelles de Paris à Prague. Et puis, il y eut les accidents. Une manufacture essaya d'utiliser des coquilles d'œufs broyés, une autre des coquillages. Quelqu'un à Venise ajouta du plomb pour plus de brillance jusqu'à ce que les clients commencent mystérieusement à s'évanouir pendant le dîner. Rien ne dit bon appétit comme un léger empoisonnement au plomb. Mais sous ce chaos, un véritable changement s'opérait. La porcelaine n'était plus un monopole chinois, c'était une obsession européenne. Soudain, tout le monde voulait une place à la table de l'élégance. Le thé devint une cérémonie. Les sucriers, des symboles de statut, même les pots de chambre devinrent raffinés. Et pourtant, les Chinois ne dormaient pas au travers de tout cela. Ils observaient, en silence, amusés peut-être, flattés peut-être. Après tout, l'imitation était la plus sincère des flatteries. Jusqu'à ce que quelqu'un ouvre une manufacture rivale. Alors, ils redoublèrent d'efforts. Les ateliers de la dynastie Qing produisirent des motifs encore plus élaborés, des palettes famille rose, fameusement complexes, avec des roses et des jaunes délicats. Ils s'adaptèrent aux goûts étrangers. Ils ajoutèrent des motifs occidentaux.
Un empereur approuva même un service représentant Saint-Georges combattant un dragon. C'était de la diplomatie en porcelaine manipulée avec un pinceau. Mais voici une anecdote amusante à cette époque. Quelques ateliers chinois entreprenants commencèrent à contrefaire de la porcelaine européenne. Oui, vous avez bien lu. Les Européens falsifiaient la porcelaine chinoise. Et la Chine à son tour contrefaisait les contrefaçons. La mondialisation dans toute sa splendeur. Vous entrez maintenant dans un salon britannique poussiéreux, la lumière du soleil, accrochant le rebord incurvé d'une tasse à thé. C'est peut-être Meissen, ou Sèvres, ou une imitation habile faite par un apprenti de 14 ans en banlieue de Dresde. Qui sait, elle est jolie dans tous les cas. L'arrière-grand-mère de quelqu'un l'a un jour tenue comme un trésor. Maintenant, elle repose dans une vitrine, immaculée, fragile, légèrement hantée par le fantôme d'Auguste Lefort, toujours en quête d'un dernier vase. Et tandis que vous sirotez votre thé imaginaire, vous ne pouvez vous empêcher de sourire doucement. Tout ça pour un bol. Vous dérivez à présent à travers les océans à bord de navires grinçants chargés de porcelaine emballée dans de la paille. Certaines destinées à des ducs, d'autres à des dîneurs, toutes secouées par les vents de mousson et les équipages mutins. Nous sommes au XVIIIe siècle et la porcelaine est devenue mondiale. Vous atteignez le pont d'un navire de la Compagnie britannique des Indes orientales. L'équipage est grincheux, le thé a moisi et le capitaine crie sur un aspirant au sujet de marchandises ébréchées. Quelque part en dessous des caisses, marquées d'idéogrammes chinois, tremblent doucement à chaque vague. À l'intérieur, des bols, des tasses, des saucières et une petite figurine incroyablement suffisante d'un érudit barbu. Vous soupçonnez qu'elle vous juge. L'Europe peut désormais produire sa propre porcelaine, certes, mais elle continue d'en importer par tonnes. Pourquoi ? Parce que la porcelaine chinoise est moins chère et souvent meilleure. Ainsi commence l'âge du commerce du thé et des petits mensonges en porcelaine. Voyons le tableau d'ensemble. Vers le milieu des années 1700, la porcelaine chinoise représentait l'une des plus grandes catégories de marchandises entrant en Europe aux côtés du thé et de la soie. La consommation de thé explose. Et que faut-il pour boire le thé correctement ? Des tasses assorties, bien sûr, des sucriers, des pots à déchets. Ce n'est pas qu'une question de goût, c'est un rituel. Une mise en scène, une démonstration, et c'est là que les choses deviennent amusantes. Car les fabricants chinois désireux de satisfaire les goûts occidentaux commencent à décorer leur porcelaine avec des scènes européennes. Des cottages de campagne, des bergers, des lions qui ressemblent étrangement à des caniches de trop grands. Mais ils ne réussissent pas toujours. Une assiette censée représenter Saint-Georges, terrassant le dragon, montre à la place un cheval terrifié, piétinant un lézard, tandis qu'un chevalier poignarde un nuage. Le dragon a l'air profondément perplexe. Un autre motif célèbre, le willow pattern, il semble ancien et profondément chinois, n'est-ce pas ? Pas du tout, il est britannique, entièrement inventé par des potiers du Staffordshire dans les années 1780. Une histoire romantique d'amant maudit fut inventée pour vendre plus d'assiettes. La Chine finit par copier ce motif et le revendit à l'Occident. Oui, la Chine exporta des assiettes britanniques et faussement chinoises vers la Grande-Bretagne elle-même. On n'invente pas ça. Les historiens débattent encore pour savoir si le commerce de la porcelaine fut plus exploiteur que collaboratif. D'un côté, les artisans chinois travaillaient sous une pression intense pour les marchés étrangers, leur style traditionnel déformé par la demande. De l'autre, certains ateliers prospéraient innovants, sans relâche, adoptant de nouveaux motifs, atteignant des publics qu'ils n'auraient jamais imaginés. Échange culturel. Peut-être contrainte économique, probablement. C'est un enchevêtrement complexe et magnifique de motifs de pigments et de pouvoir. Et puis, il y a l'Amérique. Nouvellement indépendante et avide d'affirmation, l'Amérique commence à commander des services personnalisés en Chine. Elle envoie des dessins blasons, aigles, chauves, portraits de George Washington et les reçoit, des mois plus tard, délicatement peints sur de la porcelaine digne d'un roi. Un service montrait même le drapeau américain avec 18 étoiles. C'était à peu près ça. Pendant ce temps, la porcelaine commence à refléter la politique mondiale. Un service des années 1790 représente des navires en combat au large des côtes indiennes. Un autre illustre le grand incendie de Londres, peint par quelqu'un qui manifestement n'avait jamais vu de feu. Cela ressemble plutôt à une pieuvre lumineuse câlinant un château. Au début des années 1800, la tendance s'inverse. Les manufactures européennes ont rattrapé leur retard. Le mystère a disparu. La porcelaine devient courante, abordable, industrielle. Les fours d'exportation chinois, autrefois le cœur battant de l'élégance mondiale, commencent à décliner. Les ateliers ferment. Certains artisans se reconvertissent. D'autres peut-être continuent de peindre des bols pour les touristes. L'âge d'or se termine non pas dans un fracas, mais dans un doux tintement. Vous déambulez maintenant dans une boutique d'antiquités poussiéreuse à Boston. De la porcelaine tapisse chaque mur, une soucoupe fissurée avec un phénix estompé, une tasse bancale marquée Canton 1760,
Un plat représentant ce qui était clairement censé être un lion mais ressemble peut-être à un raton laveur très sûr de lui. Chaque pièce est une survivante. Un murmure, un secret passé en contrebande, une signature falsifiée, un émail raté qui a pourtant fini dans une salle à manger viennoise pour se retrouver ici attendant que vous la remarquiez. Et peut-être le retournement le plus étrange, au XXIe siècle, la Chine commence à importer de la porcelaine européenne. Certaines sont haut de gamme, d'autres nostalgiques. Certaines fabriquées dans des usines désormais détenues par des entreprises chinoises en France, en Angleterre et en Allemagne. Le cercle est bouclé, le commerce tourne, les goûts évoluent, et ce vieux secret d'argile et de feu, il n'est plus secret. Mais d'une certaine manière, il reste sacré. Vous tenez une tasse en porcelaine dans votre main. Vous en sentez la courbe fraîche. Vous la tapotez doucement, elle chante. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle se souvient. Car derrière chaque bol, il y a une histoire. Un moine avec un secret, un chimiste dans une tour, un capitaine comptant les éclats, un potier sculptant un dragon à tête d'écureuil. Un monde qui un jour a poursuivi l'argile comme un trésor. Et peut-être, c'en était un. Alors, maintenant, alors que le feu de l'histoire s'éteint et que les tintements s'apaisent, vous laissez votre esprit se poser doux et lent comme de la poudre d'argile tombant au fond du dernier souffle du four. La porcelaine, c'est juste de la terre en réalité, cuite et façonnée, parfois brisée, parfois parfaite. Vous pensez à toutes les mains qui l'ont touchée, aux potiers avec de la cendre dans les poumons, aux empereurs buvant du thé dans des tasses aussi fines que du cristal, aux marchands qui ont affronté les océans pour un vase, à la femme qui a enveloppé une assiette fêlée dans du linge et l'a remise à sa fille en disant « Fais attention, celle-ci compte ». Vous imaginez la lente danse du tour tournant sous une main expérimentée, le moment où les mailles coulent juste comme il faut, l'immobilité du refroidissement, le silence, avant que la chambre de cuisson ne s'ouvre. Un souffle retenu, une chanson dans le silence. Le monde a jadis tourné autour des bols. Et d'une certaine manière, c'est toujours le cas. Nous y buvons, nous y mangeons, nous y offrons chaleur et réconfort, de la soupe les soirs froids, du thé les matins anxieux. Peut-être est-ce là le vrai secret, non pas l'argile, ni l'émail, ni le feu. Mais la façon dont quelque chose d'aussi petit peut contenir autant. Laissez maintenant vos paupières se fermer. Laissez le four s'éteindre. Laissez le navire prendre le large. Le bol est entier, l'histoire est racontée. Et vous êtes en sécurité.